Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans cette vidéo sur mon lieu de vacances. On est sur l'île de Léron et je suis face au phare de Chasseron. C'est parti pour la vidéo de cette semaine. Donc cette semaine et les semaines qui suivent, en fait, je vais tourner plusieurs vidéos sur l'utilisation des objectifs, et donc on va commencer la vidéo de cette semaine avec le plus grand angle que j'ai disponible dans mon sac, le 16-30 mm. Et donc on va regarder avec le 16-30 mm comment on peut composer son image, comment on peut utiliser le 16-30 mm. La semaine prochaine on passera sur le 24-70, ensuite sur le 70-200. Et puis après, probablement que je ferai qu'un seul épisode où je combinerai les autres objectifs beaucoup plus spécifiques que je peux avoir dans mon sac. Mais en tout cas, déjà devant nous trois vidéos, donc 16-30, 24-70 et 70-200 qui nous attendent, et toutes sur le format de la photographie de paysage. C'est parti! Alors dans cette vidéo, n'attendez pas du tout de ma part un comparatif technique sur les objectifs 14, 16, 30 mm, quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment comment on l'utilise. J'ai un objectif grand angle et forcément quand on parle de photographie de paysage, on a l'impression que l'objectif grand angle c'est celui à tout prix qu'il faut utiliser un peu partout, et on va voir que c'est pas forcément le cas, et que justement cet objectif, même s'il paraît bien dédié à la photographie de paysage, il est super difficile à utiliser. Alors pourquoi il est super difficile à utiliser? Tout simplement parce que c'est un grand angle. Qui dit grand angle dit grande ouverture au niveau de la prise de vue, donc de l'ensemble des informations qu'on peut contenir sur une image. Et justement, plus il y a d'informations sur une image, et plus en fait ça peut être difficile de lire l'image pour le lecteur. Donc on va déjà prendre une première photo de toute la matinée. Là je ne vais pas bouger. Mon objectif, ça va être le phare avec le soleil qui va se lever. Vous le voyez peut-être un peu derrière moi, donc ça va donner des jolies couleurs. Ici on a des roches, des textures sur les roches qui sont relativement sympathiques. Donc on va voir justement, ça se prête bien je pense à l'utilisation du grand angle, et donc on va voir en fait petit à petit à faire évoluer notre photo pour aller jusqu'à ce que j'espère, je pense, pouvoir être ma photographie finale. Donc il va falloir qu'on fasse un peu une course contre la montre avec le soleil pour que l'image finale ne soit pas trop dans des conditions de ce soleil trop dures. Mais normalement ça devrait le faire. Donc là on va se mettre en place. Je vais prendre une première image finalement à main levée, une image en format paysage avec mon grand angle à la plus grande ouverture, et puis on va commenter un peu cette image. Donc voici ma première image. Je suis donc en format paysage. J'ai mon phare. Donc ce qui est intéressant ici, c'est effectivement donc le reflet dans l'eau. J'ai la texture, j'ai la falaise, j'ai mon phare, j'ai le sémaphore à côté. Et donc on va y aller pour cette première image. Donc au niveau des réglages, on va essayer tout le long de cette vidéo de rester donc à ISO 64. Donc je vais me mettre avec un diaphragme de f8, et puis donc on va composer autour de ce couple là, et on va regarder la vitesse de ce qu'elle va être. J'ai pas trop de mouvement pour l'instant, j'ai pas trop de vent, donc je vais pas être embêté. Le soleil commence à donner un petit peu de lumière sur à la fois le sémaphore et le phare, donc on va y aller pour cette première image. Première image de fête, format paysage, mise au point sur le phare. Donc on voit le reflet, on voit les roches, mais on s'aperçoit que c'est quand même difficile de faire le lien entre le reflet
et le phare, parce qu'en fait dans le fond, vous voyez sur la photo, donc je vous la mets ici, et ben en fait qu'est-ce qu'on voit entre les deux? On voit cette zone de roche noire et de blanc, mais on n'a pas vraiment d'informations qui nous emmènent du reflet vers le phare. Et puis sur le côté, on a énormément d'informations qui sont perdues. Donc si je veux augmenter finalement mon milieu de plan, on va dire, hein, le premier plan étant le reflet et puis les premières roches ici sur l'avant-plan avec les algues, et ben je vais monter un peu mon objectif, et vous allez voir qu'en montant mon appareil photo et puis en le pointant légèrement vers le bas, donc la partie médiane, la partie des roches noires et blanches dans le fond va s'agrandir un tout petit peu. Donc là je vais vous faire l'opération, je vais mettre en fait en route vidéo et je vais lever mon appareil photo. Donc c'est parti. Donc excusez-moi pour les mouvements, puisqu'il va falloir que je déplie mon pied, et vous voyez bien que si je commence à monter le pied de mon appareil photo, on va essayer de se stabiliser un petit peu, que vous ayez une image droite. Voilà, donc là j'ai augmenté mon pied sur sa première hauteur. Vous voyez, en se mettant ici, hop, hop, et puis là on va monter un petit peu la colonne, je peux me permettre, il n'y a pas trop de vent, donc ça va vous donner une idée, et vous voyez que tout de suite, cette partie ici en fait sur la photo, elle devient beaucoup plus prépondérante. Et là on a des strass qui restent, et puis on a toujours finalement le phare et son reflet. Donc là au niveau du cadrage j'ai un léger souci, puisque je suis probablement à ce moment là trop sur le bas. On va se remettre ici, donc tac, tac, ensuite je vais régler l'assiette et puis on va prendre l'image. Donc voilà, je me suis stabilisé, je suis réglé en hauteur, légèrement penché vers le bas. Donc vous voyez que en fait, donc là on a beaucoup plus d'informations sur le plan moyen, et on a une image qui commence déjà à avoir plus d'informations, mais qui nous emmène entre le reflet et le phare et qui nous fait jouer du ping-pong. Par contre, dès que l'œil part un peu sur l'extérieur, et c'est très clair que vite fait on perd le lecteur, parce qu'il part vers l'extérieur, il n'y a plus rien qui le retient. Et donc là en fait depuis tout à l'heure je suis donc au 24 mm, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que on parle là du grand angle, donc l'idée c'est vraiment de photographier au 14 mm. Donc là on a des plans moyens, le premier plan moyen qui sont intéressants, et comme vous voyez le lecteur il est complètement perdu dans l'image, parce que là le phare il devient tout petit, il devient un élément de l'image, mais il n'est pas l'élément de l'image, et on ne sait pas vraiment où est l'élément de l'image. Donc là je vais prendre maintenant cette photo au 14 mm, et puis je vais la garder, je vais la conserver, comme ça on va comparer après. Vous l'avez compris, 14 mm, encore beaucoup plus grand sur les côtés, donc on perd encore plus le lecteur. Donc il va falloir trouver une solution finalement pour remettre le lecteur dans la photo. Et c'est là en fait qu'intervient le phénomène finalement classique, et ça c'est le phénomène qu'on va utiliser quelle que soit la lentille. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait finalement mon image? Est-ce que c'est le phare, est-ce que c'est la falaise, ou est-ce que c'est les roches sur le devant? Et personnellement, quand on utilise le grand angle, pour moi c'est d'abord ça, c'est d'abord le premier plan. Donc, on va en fait mettre sur un grand angle, en utilisant le grand angle, un premier plan qui va petit à petit nous emmener vers un élément relativement reconnaissable de l'image. Ça peut être une montagne dans le fond, et ici l'élément reconnaissable c'est le phare. Donc le phare est quelque part sublimé, mis en valeur par tout son premier plan. Et donc l'important ça va être comment on sélectionne et comment on met en valeur son premier plan. Donc comme je reste ici en format paysage, vous comprenez très bien, très facilement que le premier plan du coup il est un peu paumé. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va se mettre en mode portrait. Donc je vais tourner mon appareil, on va se mettre en mode portrait, et là on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, je suis en mode portrait. Et donc vous voyez que ça prend tout de suite une autre dimension, puisque finalement on a moins l'œil qui se perd sur le côté, puisqu'on a moins d'informations sur le côté, par définition du mode portrait. Et puis ce qui est intéressant, donc vous allez voir ici, je vais baisser légèrement mon appareil photo, et on peut inclure beaucoup plus d'éléments vers le bas ou vers le haut.
Ok. Et si vous regardez le phare essentiellement, donc là je vais le mettre en plein milieu. Donc regardez la taille du phare, je le monte vers le haut. Ok. Et maintenant je le redescends vers le bas, mon appareil. Et regardez comme on a l'impression que le phare d'un seul coup il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Il devient beaucoup plus important dans l'image. Il devient beaucoup plus grand dans l'image. C'est l'effet de distorsion finalement de la lentille. Et là du coup je peux inclure beaucoup plus d'éléments dans mon image. J'ai un premier plan ici, j'ai un second plan ici avec le reflet et j'ai le phare, et le phare dans le fond qui devient beaucoup plus grand. Donc là d'un seul coup j'ai beaucoup plus d'informations dans l'image. Alors après au niveau du cadrage il faudra faire attention, on a effectivement quelques roches là-bas sur le côté qui peuvent être un petit peu gênantes. Et puis après en plus on va passer au mode en mode de photo, parce que là je suis en mode vidéo, donc forcément ça va inclure un petit peu plus de choses. Mais globalement, voilà, si on avait quelque chose comme ça, alors il faudra peut-être que je tourne carrément peut-être mon appareil, ou alors je vais le chercher pour en donner un peu plus. Je pense qu'il faudrait que je tourne un peu mon appareil. Ouais, quoi que c'est pas gênant parce que finalement ça pointe vers le phare. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais juste en mettre un tout petit peu plus et du coup le phare en plein milieu. Voilà, tac. Donc après, il va falloir que je règle de nouveau l'assiette de mon appareil photo. Mais voilà, et je pense que là, vous voyez, petit à petit, on n'est pas loin de l'image. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est passé du paysage en portrait, donc un grand angle utilisé en portrait. Ça paraît peut-être bizarre, mais c'est une des options et ça permet vraiment d'embarquer beaucoup de premiers plans et d'avoir beaucoup d'informations sur le premier plan. Après, s'intéresser à utiliser la distorsion de la lentille pour faire grandir le phare, et puis surtout composer avec un second plan. Donc là on a la falaise et les autres roches devant avec le reflet qui se mêle au milieu. Donc là c'est intéressant. L'autre souci qu'on va avoir, c'est que le premier plan par rapport au bas de ma lentille, il est à peu près là, on va dire 1 mètre, 50. Donc normalement il va être net. Si j'étais beaucoup plus bas et si j'avais beaucoup plus de proximité finalement avec mon premier plan, c'est là où probablement sur les grands objectifs il faut faire 2 mises au point, une sur le premier plan et puis une au 1/3 haut pour avoir finalement toute la partie de la photo nette, puisque sur des grands angles c'est ça un peu la particularité, c'est qu'on est au-delà de à peu près, allez on va dire 1 mètre, 1 mètre 50. Quand vous faites votre mise au point, et ben elle est nette jusqu'à l'infini, et du coup je fais ma mise au point sur ce qui est important, mon premier plan, et du coup mon phare par essence, par l'utilisation du grand angle, il va être net. Donc là je vais me mettre en position pour le cadrage final, je vais prendre mon image et puis je vous la montre à l'écran. Allez, on regarde ça. Voilà, j'ai pris mon image en format portrait. Donc là j'avais monté ma colonne, hein, si vous vous rappelez. Donc j'avais monté mon pied, j'avais monté ma colonne, et donc on se retrouve avec le phare que j'ai grandi en augmentant finalement sa taille vers la distorsion de la lentille. Alors là si vous regardez de près sur la photo, on s'aperçoit que le phare il fait tout fin finalement, donc il a grandi mais il est devenu tout fin, donc c'est pas forcément super esthétique. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt descendre un tout petit peu pour rapprocher aussi le premier plan, et puis m'intéresser un peu plus aux détails, aux coquillages qu'il peut y avoir sur la roche. Donc on va se mettre en position, je baisse maintenant ma colonne et puis mon pied. Je me suis baissé. Donc du coup comme je me suis baissé, mon appareil est beaucoup moins incliné, donc le phénomène de distorsion pour rendre le phare beaucoup plus grand est beaucoup moins important. Alors certes ici j'ai encore un peu trop de ciel, vous voyez sur l'image là que je vous mets en format donc portrait, mais du coup ça va m'obliger à recadrer probablement un 4/5e, quelque chose comme ça, et donc je vais couper un peu de ciel, ça c'est pas trop important, mais une distorsion beaucoup moins importante. Et puis donc on voit bien en évidence ce premier plan qui m'intéresse, hein, comme je vous le disais, il y a ces algues, il y a ces coquillages qui sont dessus, il y a ces petites traces dedans qui sont probablement l'attaque en fait de l'eau de mer, et puis sur le calcaire essentiellement. Et puis donc ici on a toujours je dirais le plan moyen, donc qui est ici non plus la falaise et puis les roches comme je l'avais tout à l'heure quand j'étais haut, mais tout simplement le reflet, donc les coquillages, le reflet et finalement le phare. Et donc tranquillement l'œil maintenant va se guider vers le phare. Alors vous verrez qu'en plus sur la partie basse
Donc j'ai cette ligne ici là qui finalement m'emmène tout naturellement vers le phare, plus le reflet du phare et enfin le phare. Donc on a une lecture qui se fait verticale, du bas vers le haut de l'image, et on n'a pas l'œil qui va s'en aller sur les côtés. Donc là on est sur ce qui, je pense, pour moi va être l'image finale. En plus le soleil commence vraiment à être haut, mais il y a des lumières sur le phare et sur le sémaphore qui sont sympathiques, sur la falaise aussi. Donc c'est ça qu'on va mettre dans la boîte. On est pile poil dans le bon timing. Ça va constituer mon image finale. On la prend. Je vais regarder les réglages. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc on coupe la vidéo. Tac. Ici. On va se mettre en format, donc maintenant photo. Donc forcément beaucoup plus de... encore au niveau du cadrage, mais je vais pas le toucher avec mon zoom, je veux vraiment rester sur mon 14 mm. Donc je suis à toujours ISO 64, je suis à f8, et puis donc je vais être au 1/25e de seconde. Donc là, mon premier plan étant vraiment proche, donc je vais faire une première image avec la mise au point sur les roches, une seconde à niveau du reflet, et puis une troisième au définitif sur le phare, sachant que normalement celle que je vais faire au reflet, donc au 1/3, elle va être suffisante finalement pour avoir la bonne netteté sur toute l'image. Je prends les images et puis vous allez regarder ça à l'écran et on en commente tout ça après. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est que quand on utilise un grand angle, et ben en fait il faut bien penser sa composition, premier plan, plan médian et puis arrière-plan. Donc le sujet principal en général, c'est comment finalement l'arrière-plan relativement reconnaissable, on va le mettre en valeur en photographiant un premier plan avec de la structure et s'assurer qu'on a le plan au milieu qui va bien nous emmener dans la photo vers ce qui est quelque part le sujet reconnaissable de la photo. Donc ici c'était le phare de la pointe de Châssis-Rond. Donc ça c'est relativement important dans les photos au grand angle, c'est de vraiment travailler sa composition, de bien regarder les bords, hein. Vous avez vu tout à l'heure avec ces roches, je la mets, je la mets pas. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est compliqué avec le grand angle, c'est que on peut vraiment faire emmener le lecteur dans la photo, mais on peut aussi le perdre complètement suivant le choix finalement que l'on fait dans la composition. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris à utiliser le grand angle. Alors vous avez vu que j'ai insisté sur le 14 mm, donc juste après ma dernière image, donc je vais vous les mettre en conclusion. J'ai pris une image, donc je crois que je suis monté jusqu'au 20 mm pour essayer de redonner un petit peu plus de dimensions et de proportions réelles, on va dire, au phare, et donc on s'aperçoit que là, enfin personnellement, c'est finalement le cadrage avec la lentille qui me donne le plus de satisfaction. Et c'est ça mon message, c'est que tant que vous avez des objectifs avec des distances focales variables, et ben on peut les utiliser aussi pour faire sa composition. Il ne faut pas forcément tout le temps être au 14 mm parce qu'on veut utiliser le grand angle au maximum, et on le voit qu'au 14 mm on a quand même beaucoup de distorsion, et c'est un peu le problème de cette lentille là, et que parfois ça peut vous faire perdre les dimensions. J'ai pris le phare volontairement parce que le phare, vous avez vu, ça l'a allongé, mais du coup ça l'a rétréci. Si vous avez une montagne, probablement que l'effet va être moins important et que du coup vous verrez moins et que vous pourrez utiliser donc pleinement votre 14 mm. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris beaucoup de choses et vous aura donné des idées sur l'utilisation de ces grands angles. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.